Merci à vous d'être présents à l'occasion de ce café littéraire qui a pour thématique donc, les harkis. Si vous êtes là, je suppose, c'est que vous avez connaissance un petit peu des harkis. Et notre présence est là pour effectivement vous apporter des regards croisés qui permettent des visions différentes à travers nos 3 romans. Donc nous avons tout d'abord le roman de mon collègue Hugues Robert, Journal d'un pacificateur, qui est donc celui-ci. Voilà. Nous avons également l'itinéraire d'un harki, mon père, qui est donc celui-ci. Et puis nous avons également donc mon roman, en tant que fille d'harki, Harki, l'exil ou la mort. Voilà. Alors avant de démarrer donc ce café littéraire qui est avant tout un échange, je voulais vous dire quelques mots sur la guerre d'Algérie. Donc 60 ans après les accords d'Évian, nous faisons le point sur les effets et les connaissances qu'a eu la guerre d'Algérie dans notre société grâce à nos regards croisés qui permettent d'apporter donc des visions différentes. Et vous allez voir d'ailleurs que nos romans sur la même thématique abordent la question de façon différente et donc assez riche. 60 ans après, le défi donc, de réconcilier les mémoires cloisonnées des appelés, des harkis, algériens et rapatriés persiste. Rappelons qu'en France, il a fallu attendre la loi du 16 octobre 1999 pour que la dénomination guerre d'Algérie soit officiellement reconnue. Le mot guerre était proscrit de 1954 à 1962 au profit de l'euphémisme opération de maintien de l'ordre. On parlait également d'événements d'Algérie. Alors nous allons, donc après ce petit aparté, nous allons donc se présenter brièvement. Est-ce que Hugues, tu peux commencer? Donc voilà, par te présenter en quelques mots. Donc Hugues Robert, donc je suis le fils de Jean-Marie Robert qui a été préfet du Maine-et-Loire de 75 à 82 et qui a été surtout sous-préfet dans la vallée de la Soumane en Algérie et qui a été un partisan de l'Algérie algérienne avec De Gaulle, qui a lutté contre la torture, qui a lutté contre les camps de regroupement et qui a été effrayé et surpris de notre comportement en Algérie, et puis qui a désobéi lorsqu'il a reçu le télégramme de Mesmer et de Jox, sur lequel il a écrit « Autant dire que ceux qui se sont mouillés se noient ». Donc il a désobéi et il a fait partir un bateau de 70 harkis et 250 personnes en désobéissant à De Gaulle. Et mieux, je l'ai appris qu'en 2017, il avait monté un réseau de soutien financier et d'exfiltration des prisonniers de 62 à 68, en étant sous-préfet, secrétaire général et préfet, et a continué à se battre pour les harkis jusqu'en 1976 dans le Maine-et-Loire. Voilà, ça a été le combat de sa vie et sa désobéissance, comme quoi on peut être préfet et on doit désobéir quand son humanité est en jeu. D'accord, merci Hugues. Et quant à toi, donc Michel, est-ce que tu peux donc nous dire quelques mots sur toi et puis sur ton œuvre, effectivement? Tout d'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Michel Messaël, je suis fils de harki. Je suis né le 19 juin 1968 à Libourne en Gironde, presque 6 ans après le rapatriement de mes parents en métropole. Évidemment, je n'ai pas connu cette période dite de l'Algérie française. J'ai écrit ce livre qui s'intitule « Itinéraire d'un harki, mon père », édité chez l'Harmattan. J'ai eu envie d'écrire ce livre pour laisser une trace écrite aux générations présentes et futures qui voudront en savoir plus sur cette page un peu méconnue de l'histoire de France, puisqu'elle n'a pas été enseignée à l'école, elle l'est depuis peu et y survole, et le mot harki est à peine prononcé. Ce que j'ai écrit m'a été transmis par voie orale, par suite d'une enquête auprès des témoins, que j'ai pu croiser, ça et là. C'est un récit de vie dans un contexte historique, car en arrière-plan, il y a la guerre. Le livre, il est composé de 2 parties. Il y a une première partie qui se déroule en Algérie avant décembre 1962. Donc j'essaie
de décrire les us et coutumes qu'il y avait là-bas, dans les années 20, 30, 40. Parce que quand on parle des Harkis, souvent, on pense à ces hommes, ces femmes, ces enfants, comme ce qu'on est en train de voir avec l'Ukraine aujourd'hui, hein, qui quittent la terre où ils sont nés, où ils ont grandi, ont pris le bateau, ont traversé la Méditerranée pour aller vers une autre terre qu'ils ne connaissaient pas. Mes parents ne connaissaient pas, ils ne savaient même pas où on les amenait. Donc c'est souvent cette image-là qu'on a. Par contre, on ne sait rien d'avant. On ne sait pas la vie qu'ils avaient. Donc dans la première partie de mon livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de développer les us et coutumes. Pour bien comprendre combien il a été difficile pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, ensuite, lorsqu'ils se sont retrouvés en métropole, eh bien de trouver une place. Et puis la deuxième partie donc de ce livre, c'est elle se déroule eh bien, en France, à partir du rapatriement jusqu'en 2015 à peu près. Donc, à toi. Merci. Alors, donc moi, j'ai écrit ce roman, donc Harkis, l'exil ou la mort. Je m'appelle Taous Leroux, je suis née le 9 juillet 1960, et donc à Ouaghenay, en Algérie. Donc mes parents sont arrivés en 1962. Donc mon père est arrivé avec son père, il avait tout juste 20 ans. Et ce roman, l'idée de ce roman m'est venue lorsque j'ai perdu mon papa en 2018, de façon précipitée, d'un AVC. Je suis retournée pour la première fois en Algérie en 2016, à 3 générations, avec ma fille aînée et ma maman. Et lorsque je suis retournée pour la première fois en Algérie, c'était comme si j'ai eu l'impression de ne l'avoir jamais quitté, d'avoir toujours connu ce pays. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que quand je suis revenue, j'ai fait la promesse à mon père de retourner avec lui. La seule solution qu'il avait, éventuellement, de retourner en Algérie, c'était de réacquérir sa nationalité algérienne et d'avoir un passeport algérien, éventuellement, pour qu'il ne soit pas, on va dire, ennuyé à la frontière. Refoulé. Comment? Refoulé. Refoulé, tout simplement, puisqu'il avait fait la tentative de retourner 2 fois. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire puisqu'il est parti en 2018. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai été profondément affectée, non seulement par sa perte, mais aussi par le fait de n'avoir jamais pu l'accompagner dans ce retour en Algérie, parce que j'ai trouvé qu'il vivait une double peine. Non seulement, effectivement, il est arrivé d'Algérie, il avait tout juste 20 ans avec son père. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que lui n'a pas fait le choix d'intégrer l'armée française. On a tendance à dire que, effectivement, les Harkis, c'était du volontariat. Il y a eu du volontariat, mais il faut savoir que tous n'ont pas vécu ce volontariat. Et en plus de ça, donc il n'a pas pu y retourner, et il est décédé sans pouvoir y retourner dans une terre qui n'est pas la sienne. Parce que qui dit Harkis dit quand même, j'ai peut-être employé un terme assez fort, apatride, parce que quelque part, c'est vrai, la France est une terre d'accueil et on en remercie vivement. Comme dirait maman, on a eu cette chance-là en tant qu'enfant d'Harkis, puisqu'on a pu se construire une vie. La France nous a ouvert des portes et on y a trouvé notre place. Mais quant à nos parents, c'est un peu plus compliqué. Qui dit Harkis dit d'abord algérien dans le cœur et puis français dans sa ville d'adoption, dans son pays d'adoption ou dans sa ville d'adoption. Donc ce récit, je l'ai romancé, mais il est parti d'un témoignage, il est parti d'un parcours de vie de celui de mes parents. Il y a beaucoup de livres sur les Harkis, effectivement, sur leur histoire, sur le fait qu'ils ont été cloisonnés, enfermés dans des camps. Ça, c'est la réalité, je ne la nie pas. Mais moi, j'ai voulu aborder une autre problématique, à savoir la difficulté d'être exilé. Le fait d'être exilé, je veux dire, l'exil peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. On le voit aujourd'hui avec l'évolution de notre monde. Et il ne faut pas oublier que toute personne qui a été exilée de force
il y a des conséquences psychologiques, physiques à vie, avec, je pense, une mémoire générationnelle qui peut se transmettre d'enfants à petits-enfants, et ainsi de suite. Et moi, dans mon livre, donc, je raconte cette volonté à la fois de garder quelque chose de son pays, et cette volonté de vouloir s'adapter pour ne pas être différent, et de vouloir s'intégrer, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de retour possible, tout simplement. Voilà. Alors bon, lorsque vous voyez bien, lorsqu'on parle de nos histoires, on est passionnés l'un comme l'autre, et je pense que le premier objectif que l'on a tous les trois, c'est d'apporter un témoignage, malgré qu'on le voit bien, les témoignages ne cessent, c'est vrai, se perpétuent, vous le voyez à travers différents romans, mais l'histoire recommence. Voilà. Et le fait que l'histoire recommence, c'est vrai, on peut se dire à quoi ça sert. Ça sert à quelque chose, ça sert à redonner de l'espoir à des gens qui, un jour, voilà, ont tout perdu pour des circonstances indépendantes de leur volonté. Et nous sommes là aussi pour, alors exiger non, mais pour essayer d'aboutir à une reconnaissance de ces personnes qui commencent à partir, mais qui, même si elles partent, elles décèdent, qui laissent une trace de leur histoire à travers les enfants, les petits-enfants. Donc je vais m'arrêter là pour donner donc la parole à Hugues, mon collègue, parce que moi, Hugues, j'ai pris connaissance de ton livre, et c'est vrai, lorsque j'ai vu le titre, j'ai vu donc Journal d'un pacificateur. Le terme pacificateur m'a vraiment interpellée, ce qui m'a amené